Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule qui traite du marketing mix et des 4P. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de bien comprendre comment le mix marketing se traduit dans un contexte digital, d'évaluer les opportunités d'amélioration du mix marketing offert par Internet et d'estimer les opportunités de construction et de développement de la marque sur Internet. Donc d'abord, il faut savoir que les 4P du marketing mix, ils ont été développés par McCarthy en 1960. Depuis, ils ont été critiqués, notamment par Lawton Bird en 1990, qui dit on ne peut plus faire une définition des 4P dans l'entreprise, comme on faisait dans les années 80, définir un produit, une place, une promotion, un prix, et imposer ça aux consommateurs. Aujourd'hui, il dit qu'il faut partir du consommateur, donc au lieu de parler des 4P, il faut parler des 4C, de Customer Value, besoin du client, des coûts pour le consommateur, de la convenience, commodité, l'équivalent de la distribution et de la communication à la place de la promotion. Son idée, c'est de remettre le consommateur au centre du marketing mix. Donc c'est une critique à connaître, mais pour des raisons d'usage, on continuera de parler des 4P parce que c'est ce qui est le plus courant. Mais voilà, de garder à l'esprit qu'il faut bien intégrer le consommateur dans le marketing mix et que le marketing mix ne peut pas entièrement être défini au sein de l'entreprise. Deuxième critique qui nous vient de Boom et Bittner en 1981, eux ils ont dit voilà, les 4P c'est un peu réducteur. Si vous faites une excursion, votre guide il va influencer sur le service. Si vous avez un bon guide, et ben même s'il dit les mêmes choses, suivant comment il se comporte, ce qu'il présente, ça va quand même jouer sur la qualité du service. Donc ils disent les 4P c'est trop réducteur, il faudrait parler des 7P et donc ajouter les personnes, le processus et la preuve physique, notamment dans l'industrie des services où le service il est intangible par définition. Donc les bâtiments, le personnel en contact, tout ce qu'il y a autour sont des preuves physiques de la qualité du service qui vont aider les consommateurs à évaluer le service. Donc voilà les deux principales critiques donc, du mix marketing sous sa version des 4P. Par rapport à l'évolution d'Internet et de ce mix marketing, Gauche en 1998, il met en avant 4 questions à se poser avant d'aller de transformer le marketing mix en ligne, d'aller sur Internet et de modifier ses variables sur Internet. Les 4 questions sont: est-ce que d'aller sur Internet va permettre d'ajouter des services informationnels ou transactionnels supplémentaires à l'offre marketing? Est-ce que grâce à Internet, on va pouvoir répondre à des besoins de nouveaux segments? Et est-ce que Internet va amener des nouvelles sources de revenus? Par exemple de la publicité sur le site internet, de la vente de produits ou de services complémentaires. Et enfin, si je mets mon marketing mix sur Internet, comment la concurrence peut-elle me nuire? Donc les 4 grandes questions à se poser avant de numériser son marketing mix. Donc pour cette capsule, on va voir les différentes variables du marketing mix. Donc d'abord le produit et la marque, la promotion, on le verra dans une capsule séparée, la place, le prix, et ensuite une dernière partie avec les personnes, le processus et la preuve physique. Donc pour commencer, le produit. Le produit, il est constitué de 3 grandes caractéristiques. On a d'abord les caractéristiques physiques du produit. Donc sa couleur, son aspect, ses fonctionnalités, son utilité. Donc c'est vraiment les caractéristiques au cœur du produit. Ensuite, vous avez les caractéristiques symboliques du produit. Si vous roulez dans une Porsche, eh ben c'est pas pareil que si vous roulez dans une Mazda. Vous n'envoyez pas le même message. Dans les deux cas, la voiture elle va vous permettre d'aller d'un point A à un point B. Elle aura la même fonction, la même utilité, mais toute la symbolique autour du produit, donc elle va être très différente. Donc c'est un aspect qui est central au marketing du luxe, où on envoie un message au travers de notre consommation. Bourdieu disait « Nos possessions nous reflètent », c'est cette idée que les produits et les services que l'on consomme permettent de construire notre identité et donc ont une valeur symbolique, donc ont des caractéristiques symboliques. Troisième aspect, les caractéristiques pratiques. Donc là, c'est ce qui va être autour du produit, donc l'emballage, l'étiquette, les garanties, les services complémentaires. Donc là, c'est les caractéristiques autour du produit. Aujourd'hui, donc ce produit, il est de plus en plus co-créé avec les internautes, les consommateurs. Donc une petite illustration, c'est l'entreprise Lego
que vous connaissez tous, vous avez tous joué forcément avec des briques Lego dans votre jeunesse, et ben vous pouvez donc créer des produits à base de briques Lego et ensuite les mettre sur internet. Si les internautes apprécient votre produit, et ben il est distribué officiellement par l'entreprise Lego et vous touchez des royalties. Donc on voit, c'est une illustration du crowdsourcing où l'entreprise Lego elle va chercher des innovations auprès des consommateurs, donc jusqu'aux caractéristiques physiques du produit. Donc ce consommateur, il participe de plus en plus au mix marketing de l'entreprise et donc notamment aux produits ou aux services. Donc le début, c'est Clarence Saunders en 1916 qui invente le premier magasin en libre service où les consommateurs vont aller dans les rayons choisir les produits, alors qu'avant c'était l'épicier qui mettait dans le panier pour vous. Donc on a commencé à utiliser le consommateur comme un producteur. Donc, et ça a été, on retrouve cette idée du client comme producteur dans les recherches de Lovelock et Young en 1979 ou sur la servuction d'Eglière et Langard en 1987 qui mettent en avant qu'à la station essence, si vous voulez pas faire tout seul votre plein, personne va faire le plein à votre place. Donc on est un peu forcé en tant que consommateur de participer à cette offre de service. Ensuite, avec le développement des services, d'autres théories sont arrivées, donc sur la co-création de valeur dans les recherches de Prahalad et Ramaswamy en 2004, ou la service dominante logique de Vargo et Lush 2004, où là, la valeur est co-créée avec le consommateur. Le consommateur, en utilisant le produit ou le service, il amène de la valeur et donc il co-construit l'offre avec l'entreprise. Dans le même esprit, le crowdsourcing dont on a parlé un peu, où l'entreprise va aller chercher de l'innovation, va aller chercher des idées, donc pour sa campagne de communication, pour ses produits, pour sa distribution, pour toutes les variables du marketing mix auprès des internautes et des consommateurs. Dans le même esprit, on a les opérations participatives de Renew 2009, le marketing collaboratif Cova et Cova 2009, marketing participatif d'Ivar 2010, donc c'est toujours la même idée du consommateur qui participe au développement de l'offre et du mix marketing. Plus récemment est apparu le crowdfunding, où là c'est encore une nouvelle étape. Le consommateur il va financer l'entreprise, financer le projet d'une innovation, d'un nouveau produit, d'une nouvelle offre marketing. Et c'est grâce à ce financement que l'entreprise va pouvoir produire son produit ou son service. Donc c'est encore une nouvelle étape dans l'engagement des consommateurs. Et tout cet ensemble, on parle du paradigme de la participation selon les recherches de Rouquette et ses collègues en 2013. Pour continuer d'illustrer donc cette participation du consommateur, j'ai fait une thèse sur le financement participatif que je vous résume à l'écran pour vous éviter d'avoir 300 pages à lire. Donc ma thèse est portée sur les raisons de la participation, de pourquoi le consommateur au final il se met à participer et à aider l'entreprise avec ses idées, sa créativité, son bouche à oreille, il amène son réseau et en plus son argent. Donc pourquoi il fait ça? Ma thèse a montré que c'était l'innovativité, la recherche d'un bénéfice par rapport au risque, l'appartenance à un groupe, l'altruisme, et que suivant comment le projet il était présenté, ça allait jouer sur sa participation. Et ensuite que ce consommateur qui participe, ça a une influence positive sur sa relation à la marque et sur les réactions affectives liées à sa participation. Donc voilà un résumé de ma thèse en quelques secondes. Enfin, là où Internet a vraiment modifié cette variable produit, c'est en proposant des objets connectés. L'avantage des objets connectés, c'est leur variabilité. C'est que vous avez votre produit, il peut être modifié en temps réel. Il peut notamment avoir de nouvelles fonctionnalités. Avec l'exemple de la voiture Tesla, où il y a eu un accident sur quelqu'un qui roulait trop vite avec sa voiture Tesla, il a fait une sortie de route. Et donc suite à cet accident, ils ont pu mettre à jour toutes les Tesla et rehausser les suspensions pour une conduite sport que au-dessus d'une certaine vitesse, les suspensions sont un peu plus hautes, un peu plus dures. Donc les gens avaient déjà la Tesla chez eux et le produit a continué d'évoluer. Donc ça c'est lié à l'aspect connecté de l'objet.
D'autres types de variabilité de l'objet, c'est de pouvoir, certains appareils où vous avez un écran, et ben vous pouvez avoir la notice dans toutes les langues. Alors qu'avant, les notices papier, ben, on en met quelques-unes, mais on finit quand même par avoir une limite. Que là, du coup, l'objet peut, il y a une certaine variabilité que vous allez avoir les touches, les menus dans votre langue. Donc ça, c'est un gros avantage de l'objet connecté, c'est cette variabilité. À l'inverse, les freins à l'objet connecté, ben, il y a une certaine résistance de la part des consommateurs liée au risque de surveillance, à des fois une valeur perçue faible du produit, il n'amène pas vraiment quelque chose en plus, et ça peut aussi générer de l'anxiété, du stress, comme la montre connectée, où vous allez lire votre montre le matin, ah j'ai pas bien dormi et tout, je vais passer une mauvaise journée. Donc les objets connectés peuvent amener ce type de choses. Et donc avec des exemples comme la Google Glass où les consommateurs n'ont pas été séduits et le projet a fait un flop. Autre aspect, donc autre conséquence de ces objets connectés, c'est que la relation elle devient plus durable. Avant, on vendait un produit, donc vous allez dans un magasin de bricolage, vous achetez une pelle, vous rentrez chez vous, vous utilisez la pelle, vous n'avez plus de lien vraiment avec le fabricant de la pelle. Grâce à l'objet connecté, ben, votre relation est dure, vous êtes toujours... vous vendez plus, l'entreprise ne vend plus un produit, mais quelque chose qui va durer dans le temps. Un produit, c'est une relation qui va devenir durable et la satisfaction peut même augmenter dans le temps au fur et à mesure des échanges avec l'entreprise. Des exemples, c'est Caterpillar avec sa gestion de chantier. Donc Caterpillar qui vend des engins de chantier, pelleteuses, camions, grues, tout ce type d'appareils. Et donc ces appareils sont connectés et du coup avec tous les chantiers et toutes les données dans le monde entier, et ben, ils arrivent à optimiser un chantier, à proposer peut-être une machine qui pourrait remplacer deux machines ou changer l'organisation du chantier. Donc la relation avec Caterpillar, entre le consommateur qui utilise des engins de chantier et l'entreprise Caterpillar qui produit les engins de chantier, et ben, il va se maintenir dans le temps, il va y avoir des échanges, du conseil, et donc c'est voilà, une autre approche du produit liée à l'évolution d'Internet. Si Internet a amené autre chose, c'est les produits qui sont sur un autre domaine, c'est les produits 100% numériques, donc comme Spotify ou Apple Music, où là c'est pas considéré comme un service, ça reste considéré c'est toujours considéré comme un produit, mais il est entièrement digital, ou comme Netflix et Amazon Studio. Ce qui est intéressant, c'est que à nouveau dans ces nouveaux formats de produits, eh ben, on retrouve une forte participation du consommateur. Vous avez par exemple Amazon Studio qui propose, de faire participer les consommateurs. Vous envoyez un script de film à Amazon, et si votre script est retenu, eh ben, il vous donne une enveloppe de 10 000 $ pour mettre en film, en mouvement votre idée. Donc on retrouve à nouveau une participation forte des consommateurs à la définition du produit. D'autres types de produits numériques, ben, c'est tous les pure players du monde de la presse, donc comme le Huffington Post, qui sont 100% en ligne. Et enfin, toujours dans le même esprit des produits numériques, les applications. Donc où là, l'objectif de l'application, ben, c'est de vous maintenir le plus longtemps captivé, le plus longtemps face à votre application. Donc pour faire ça, eh ben, ils utilisent les recherches sur les neurosciences. Donc d'essayer de capter en permanence votre attention. Donc avec 3 étapes, c'est un déclencheur, donc une notification, une action dans l'application qui va déclencher une action de votre part. Et ensuite, en lien avec votre action, vous allez avoir une récompense. Donc je vous recommande vivement de regarder les vidéos d'Arte sur le développement et le fonctionnement des applications. Je vous ai mis le lien dans les commentaires de cette capsule, qui montre bien en images comment fonctionnent ces applications et comment elles arrivent à capter l'attention des internautes et des mobinautes.
Pour terminer cette partie, les critères de succès d'un produit, donc c'est quelques phrases, quelques mots, quelques variables clés où quand vous développez un produit, eh ben, il faut à travers ces critères regarder si votre produit il répond bien et comment il répond à chacun des critères. L'excellence, l'unicité, l'esthétique, l'association à d'autres produits, d'autres services, l'engagement, la valeur expressive, la valeur fonctionnelle, la valeur nostalgique, la personnification et le coût. Donc voilà quelques critères pour regarder en quoi votre produit et votre service peut vraiment devenir successful. Autour de ces produits, on a une marque. Alors la marque est centrale en marketing. Donc je vous propose de retenir la définition de Kotler. La marque est un nom, un terme, un signe, un symbole, un dessin ou toute combinaison de ces éléments servant à identifier les biens ou services d'un vendeur et à les différencier des concurrents. Si vous n'êtes pas Kotler, vous avez aussi Hacker, qui est un chercheur américain qui a fait la majorité de ses études autour de la marque, qui propose la définition suivante, plus courte. La marque désigne l'ensemble des associations cognitives qui ajoutent de la valeur à celle déjà suscitée par le produit lui-même. Dans les deux cas, la marque c'est un élément qui va permettre de différencier vos produits des concurrents et vous rendre plus visible et plus rapidement identifiable par les consommateurs. Donc là, vous avez le classement pour illustrer, donner un exemple donc des 10 marques les plus influentes au Québec. Puis les 10 marques québécoises les plus influentes. Donc je vous laisse en prendre connaissance. Donc classement selon Infopresse, mais vous avez plein d'organismes qui proposent ce type de classement. Par exemple, le journal Les Affaires qui propose le palmarès WOW, donc à quel point la marque a une expérience client optimisée, que ce soit en ligne et en ligne. Ils ont deux classements donc, et un classement général donc, qui est très intéressant aussi. Donc, on en revient à de la recherche académique. Donc avec Hacker, je vous l'ai dit, qui a travaillé presque toute sa vie sur la marque, qui dit que la marque, il y a un capital de marque, c'est un capital pour le consommateur et pour l'entreprise. Ce capital de marque, c'est à connaître, il se compose de la fidélité à la marque, à quel point les clients vont acheter uniquement cette marque et vont rester fidèles quoi qu'il arrive à la marque. La notoriété. La notoriété, c'est est-ce que la marque est connue? Combien de personnes connaissent la marque? Sans savoir s'ils la connaissent en bien ou en mal. C'est juste le nombre de personnes qui connaissent la marque. Deux types de notoriété. Notoriété spontanée. Donc, vous demandez, citez-moi des marques de lessive. Et la notoriété assistée. Quelles sont parmi ces marques les marques de lessive que vous connaissez? Ensuite, vous avez la qualité perçue donc de la marque et des produits qui la composent. L'image de marque, c'est là où l'image de marque, on va avoir de la valence. Est-ce que la marque a une bonne image? Est-ce que c'est une bonne marque ou est-ce que c'est une mauvaise marque avec une mauvaise image? Et ensuite, les autres actifs de marque. Donc là, c'est la catégorie un peu fourre-tout où on peut retrouver les ambassadeurs, l'expérience client, enfin d'autres aspects qui ne font pas partie des premières catégories. Donc ça, c'était l'approche à Hacker. On a aussi l'approche du français Capferrer, où lui il dit la marque elle peut être définie selon des caractéristiques physiques, relationnelles et selon le reflet de la marque. Donc ça c'est le côté entreprise, et ensuite il y a le côté consommateur avec la personnalité, la culture, la mentalisation. Et donc son idée à Capferrer, c'est de voir comment le côté consommateur peut matcher avec le côté entreprise. C'est l'idée que la marque elle est vue d'une certaine manière par l'entreprise et d'une certaine manière par le consommateur, et il faut essayer de faire aller ensemble ces deux aspects
Donc avec des exemples comme on l'a vu précédemment de la marque Star Wars où les fans sont très actifs, ils sont très organisés dans des communautés, ils ont une vision de la marque. Et d'un autre côté, George Lucas, il a aussi la vision de sa création, de ce qu'il a créé, de Star Wars. Et du coup, eh ben, des fois, il y a des décalages entre les deux visions qui amènent qui font couler beaucoup d'encre. Internet, il a aussi fortement modifié la manière de gérer les marques en ligne, avec notamment la difficulté à préserver son image. Donc quand vous avez un exemple, c'est que vous achetez, vous vendez vous êtes Pampers, vous vendez des couches pour les enfants et vous achetez un pack de publicité pour être visible sur plein de sites internet un peu partout. Donc c'est un pack où on vous propose tant de notoriété, tant de vues. Et là, vous vous retrouvez sur des sites pornographiques, et ben il y a un problème, ça va nuire à votre image de marque. Mais c'est pas de votre faute, vous avez juste pris un package avec, on vous a dit, vous seriez sur plein de sites et vous auriez plein de visiteurs. Donc ça c'est un premier aspect, la difficulté de préserver son image et donc ses associations sur Internet. Autre aspect, c'est que grâce à Internet, les consommateurs ils sont plus organisés, donc ils peuvent boycotter votre produit. Il peut y avoir un empowerment où les consommateurs prennent le pouvoir sur l'entreprise. Donc un exemple également, je mettrai le lien dans les commentaires de la capsule, c'est Nestlé où Greenpeace s'est attaqué à Nestlé avec une campagne de boycott de KitKat liée à la production de l'huile de palme. Et ils ont vraiment réussi à créer toute une campagne de discrédit de la marque. La marque a souhaité attaquer ses internautes. Puis là, ça a encore pris plus d'ampleur. Donc finalement, ils ont rebroussé chemin et ils ont fini par dire qu'ils allaient changer leur campagne, leur manière de cultiver l'huile de palme. Donc c'est vraiment les consommateurs, ils ont réussi à faire plier le groupe Nestlé, donc en attaquant une de leurs marques qui était la marque KitKat. Autre exemple de difficulté à préserver la marque, c'est lié au nom de domaine. Donc comme vous le savez sur internet, eh ben, vous tapez les noms de domaine et vous arrivez sur le site de la marque. Mais un nom de domaine ça coûte pas très cher, donc il y a certains internautes qui ont bloqué des noms de domaine et pour ennuyer les marques et les revendre plus cher aux marques. Donc ça a été le cas pour l'entreprise Quicksilver où tous les .br, tous les extensions d'Amérique du Sud ont été achetés par des internautes. Et quand Quicksilver a voulu rentrer sur le marché de l'Amérique du Sud, ben, quicksilver.br était pris, .c, je sais plus quoi pour le Chili était pris aussi. Et donc ils ont dû racheter leur propre nom de domaine à des prix fous parce que le propriétaire d'un nom de domaine peut vendre son nom de domaine au prix qu'il le souhaite. Autre illustration d'attaque, donc c'était en 2019 où une micro-influenceuse, qui a quand même 18 000,9 milliers de fans sur Twitter, a critiqué la marque Rolex. Et là, pendant 2 jours, Rolex était la première tendance mondiale sur Twitter avec ce post. Donc comme quoi, c'était pas une marque de luxe. Donc c'était vraiment une attaque, ça a pris des proportions, c'est devenu une attaque forte de la marque. Donc voilà, il faut toujours surveiller les réseaux sociaux, comment on parle de votre marque pour pouvoir répondre au plus vite. Rolex sur Twitter, ils avaient un compte à ce moment-là fermé et ils se sont fait attaquer et ils ont eu du mal à gérer cette crise. D'autres difficultés du positionnement de la marque en ligne, ben c'est le domaine de la marque, où est sa réelle compétence, l'héritage en ligne. Si vous êtes l'entreprise Guinness, vous avez 200 ans d'existence, Internet a 30 ans, comment vous allez réussir à mettre en valeur votre héritage et le fait d'être une entreprise traditionnelle en allant sur Internet? Comment on retranscrit les valeurs de la marque en ligne, ses atouts et comment on gère donc ces consommateurs devenus fans, donc la marque comme miroir du consommateur, donc comment on les intègre et quelle place vous donnez à la vision de la marque par les consommateurs sur Internet. Donc voilà pour le tour d'horizon autour du produit et de la marque. On va maintenant s'intéresser à la place. Donc la place qui est aujourd'hui virtuelle ou réelle ou est réelle. Donc avec des brick and mortar qui vendent en ligne, des pure players qui sont en ligne, qui finissent par ouvrir des boutiques physiques. Donc
cette imbrication amène des nouveaux parcours clients où le consommateur il va un peu jongler entre les outils en ligne et il va faire des allers-retours entre le côté en ligne et le côté physique. Donc avec des concepts comme le Web to Store, le repos Research Online, Purchase Offline, et donc avec toute cette dynamique à gérer. Donc la distribution qui a fortement évolué. Dans la distribution, un terme à connaître qui mélange un peu ce monde physique et ce monde réel, c'est le phygital, qui est la contraction des mots physique et digital, qui désigne la rencontre des techniques du marketing et du commerce digital avec celles du marketing et commerce physique. C'est typiquement Amazon Go où dans la supérette vous avez plus besoin de carte bleue, il n'y a plus de caissier et donc il y a vraiment des outils numériques qui sont implantés sur le lieu de vente pour favoriser l'expérience. Comme des boutiques où vous avez des iPads dans la boutique pour entrer vos coordonnées, choisir certaines spécificités. Il y a l'entreprise Nespresso qui est très forte aussi dans le phygital. Toujours sur la distribution, mais Internet, la grande modification, c'est l'absence de frontières. C'est aujourd'hui, vous pouvez acheter un produit en Chine et un Chinois peut acheter un produit au Canada. Il n'y a plus ces frontières de portée, d'être à proximité géographique. Donc fin des frontières. Mais pour autant, il y a quand même des cultures différentes. Donc c'est un vrai casse-tête pour les webmasters de comment on va acculturer le site internet, comment on va s'occuper de la livraison, parce que autant le site internet il n'y a plus de frontières, mais la livraison elle a bien des frontières, donc avec des droits de douane, avec toutes les problématiques autour de la livraison. Donc il y a toutes ces problématiques qui sont un peu nouvelles, enfin qui ont pris plus d'importance dans la distribution et qui sont à intégrer d'un point de vue marketing. Toujours selon la distribution, cette étude de Cefrio montre que 60% des consommateurs insatisfaits pour l'achat en ligne, c'est lié à la livraison qui est souvent trop longue avec trop de retard de livraison. Donc si vous vous lancez en ligne, soyez vraiment vigilant sur la livraison parce que c'est un aspect clé de la satisfaction client. Quand on parle distribution, on en revient aussi à Amazon qui est un expert de la logistique avec les robots qui organisent toutes les usines et les débuts de la livraison par drone, donc d'autres innovations en termes de distribution. Vous avez aussi la procédure du showrooming qui est une tendance de fond où les boutiques finalement ce n'est plus que pour présenter vos produits, les faire essayer et l'achat se passe en ligne, donc avec des problématiques quand l'achat se passe pas dans votre boutique, vos commerciaux ont fait la discussion, ont expliqué comment marchait le produit et que finalement le produit il est acheté dans une autre entreprise. Et on a aussi, toujours sur la distribution, des nouvelles structures de canaux. Donc avec Internet, donc il y a trois grandes nouvelles structures qui sont arrivées avec Internet. Il y a la désintermédiation, donc la vente en direct, donc le producteur de miel qui crée un site Internet qui vend son miel directement sans passer par l'épicerie. Donc c'est quelque chose qui est rendu possible, facilité en tout cas grâce à Internet. La réintermédiation avec de nouveaux intermédiaires comme Booking qui va se mettre en intermédiaire entre l'hôtel et le consommateur. Donc qui va prendre une commission au passage. Donc je vous invite toujours à réserver directement chez l'hôtelier pour éviter que cette commission se perde. La contre-médiation, donc là l'exemple c'est qu'au Podo où plusieurs compagnies aériennes se sont réunies pour créer leur propre intermédiaire de comparaison de vol et ne pas dépendre de Kayak ou de Booking ou de d'autres comparateurs de vol. Donc là c'est une contre-médiation, c'est pour lutter contre la réintermédiation. Nous allons maintenant parler du prix et comment Internet a modifié la variable prix. D'abord, si on reprend les études du marketing classique, le prix il est défini en fonction de 5 grands principes. Le premier principe, c'est le client. Combien les consommateurs sont prêts à payer pour votre produit ou votre service. Ensuite, ce sont les coûts. À quel prix
vous devenez rentable. Il ne s'agit pas de vendre à perte, donc à quel prix vous allez devenir rentable et successful. La concurrence, si vous êtes à produit égal, à service égal plus cher que tous vos concurrents, eh ben ça risque de mal se passer. Vous avez aussi les membres du circuit de distribution qui peuvent influencer sur votre prix. Donc des fois il y a des conflits, des rapports qui ne sont pas égaux. Et donc le circuit de distribution peut influencer sur votre prix. Et enfin l'objectif de l'entreprise. Est-ce que vous voulez vendre peu de produits avec une forte valeur ajoutée ou un grand nombre de produits avec peu de valeur ajoutée? Donc ça c'est les 5 grands principes de la définition du prix. Aujourd'hui avec Internet, il y a eu plusieurs évolutions, notamment le prix plus segmenté en fonction des consommateurs. Segmenté en fonction de la zone géographique. Quand vous avez un internaute qui vient sur votre site internet, vous savez avec son IP d'où il vient, et s'il est dans un quartier riche, on pourrait imaginer augmenter les prix quand il se connecte à partir d'une zone plus riche. Donc ça c'est une pratique qui est interdite en Europe mais qui est autorisée dans d'autres pays, donc de faire varier les prix en fonction du lieu de l'adresse IP. Le yield management, donc là le prix en fonction de la demande. Plus vous avez, donc ça c'est très utilisé dans les billets d'avion où un mois avant vous devez vendre tant de vols, 2 semaines avant vous devez vendre tant de vols et dans les derniers jours vous devez vendre tant de vols. Si jamais vous avez plus de demandes que l'année dernière à la même époque, et vous allez augmenter vos prix parce que vous avez une forte demande, donc vous allez espérer vendre chaque billet plus cher. A l'inverse, vous avez moins de demandes et il faut quand même remplir votre avion, et là vous allez baisser vos prix. Donc vos prix vont comme ça s'ajuster en permanence en fonction de la demande. Donc ça c'est ce qu'on appelle le yield management. Donc la tarification différenciée. Toujours sur le prix, à connaître, c'est l'élasticité le concept clé du marketing, c'est l'élasticité du prix. C'est-à-dire, est-ce que le prix varie fortement en fonction est-ce que la variation du prix va entraîner une forte variation de la demande? Donc par exemple les médicaments, si vous changez le prix de l'insuline pour les diabétiques, dans tous les cas ils auront besoin de consommer de l'insuline. Donc c'est inélastique, c'est l'élasticité égale à 0. Quel que soit le prix, vous allez avoir la même consommation. Une demande inélastique inférieure à 1, c'est par exemple l'essence. Les études ont montré que quand l'essence augmente ou quand l'essence diminue, la consommation est à peu près identique. Dans tous les cas, vous allez prendre votre auto pour aller au bureau, pour aller au travail. Donc vous allez peut-être essayer de réduire un peu, faire le plein en fonction des jours, peut-être stocker un petit peu. Mais globalement, vous allez consommer de la même manière le carburant, même quand il y a une variation du prix. Et à l'inverse, une demande très élastique, ce sont par exemple les voyages, où si d'un coup les prix ils augmentent, vous pouvez, ce n'est pas vital, donc vous pouvez vous passer d'un voyage et donc forte augmentation des prix des voyages, baisse de la demande. La question sur Internet, est-ce que le prix est élastique ou inélastique? Une étude de Johnson et ses collègues en 2004 a montré que sur 10 000 ménages, le prix était relativement inélastique. C'est-à-dire que le consommateur, il visite peu de sites Internet, il fait confiance pour un site en librairie, il visite 1,2 sites, donc il fait relativement confiance au prix affiché, il va acheter au prix affiché. Et dans le même esprit, Marne 2000 montre que seuls 8% des internautes sont vraiment des chasseurs de prix à aller comparer toutes les offres et puis décider en fonction de la variable prix sur Internet. Donc des études qui pourraient être actualisées avec peut-être des résultats différents. Là où Internet a également fortement modifié les prix, c'est en proposant des comparateurs de prix et ce qu'on appelle des places de marché comme Google Shopping, Amazon, eBay, Cdiscount et des comparateurs de prix comme Kayak. Où là, du coup, la variable prix prend une grande proportion et vous allez acheter votre produit en fonction du prix. Vous allez pouvoir comparer un grand nombre d'entreprises à travers le monde toujours sans limite de frontières,
pour vraiment trouver le meilleur prix pour un produit ou un service donné. Donc ça, c'est quelque chose qui est rendu possible grâce à Internet et donc qui a donné une autre valeur, une autre perception du prix par les internautes. Donc je vous propose, si vous voulez travailler plus vos connaissances sur le prix, cette recherche d'Harvard Business Review qui dit que grâce à Internet, on peut faire vraiment un prix de plus en plus personnalisé, ajusté à chaque individu pour optimiser toujours plus le marketing mix. Donc on va maintenant parler des P, on va dire plus marginaux, donc qui sont apparus après. Donc les personnes physiques, ben ça typiquement c'est l'exemple du restaurant, de l'excursion, donc dans l'industrie touristique où le personnel en contact ben, va fortement influencer sur l'évaluation de l'offre de l'entreprise. Vous avez la preuve physique, bah ça va être la salle du restaurant. La salle du restaurant, c'est la partie tangible du service, les bâtiments, les voitures, tout ce qui va être tangible autour du service qui va influencer sur votre évaluation en tant que consommateur de l'offre du marketing. Et enfin, le processus, donc à quel point on va réussir à avoir un processus identique, une offre standardisée pour que le service soit le plus haut de gamme et similaire possible à chaque fois qu'on l'exécute. Donc c'est ce processus qui est très important. Donc par exemple McDonald's, vous allez à peu près n'importe où dans le monde entier, vous allez retrouver un peu le même processus, la même offre marketing qui est le plus standardisé possible. Donc ça, c'est lié à l'aspect processus. Et ben merci d'avoir suivi cette capsule et merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine capsule.